soir, don chinois à la Fondation Trudeau. Le frère du premier ministre témoigne. On fait le point avec notre panel de journalistes. Ottawa recule sur sa liste controversée d'armes d'assaut interdites. Police se souvient parle d'une trahison. La survivante Nathalie Provost est avec nous. Et troisième lien Québec-Lévis, quelles sont les attentes du maire de Québec face au financement fédéral? Bruno Marchand nous livre ses réflexions. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le frère de Justin Trudeau, Alexandre, a livré un témoignage fort attendu devant les parlementaires en comité à Ottawa au sujet du don chinois de 140 000 $ fait à la Fondation Pierre-Éliott Trudeau. Dès le départ, Alexandre Trudeau a nié toute tentative d'ingérence étrangère et a plutôt attaqué l'ex-présidente de la Fondation, Pascale Fournier. Il a accusé Mme Fournier de graves fautes de gestion et a contredit son témoignage livré devant ce même comité la semaine dernière. Il ne s'agit pas d'une affaire d'ingérence, mais d'une crise de gestion, alimentée par de fautes graves commises par notre ex-présidente. Dans son témoignage au comité la semaine dernière et dans ses agissements au cours des derniers mois, elle a soulevé plusieurs questions qui porteraient peut-être à croire qu'il y avait eu des tentatives d'ingérence. Donc, les éléments amenés par Mme Fournier sont faux? Certains, oui. OK. Pourquoi y a-t-il eu... son départ était dû à quelle cause, tiens? Une crise de gestion, une mésentente. Donc, au début, l'impression, c'était une espèce d'énervement par rapport à l'énoncé du Globe and Mail. Oui. Et donc, il était très vite, le président du Conseil a voulu mettre sur place une enquête indépendante. Mme Fournier tenait à elle-même administrer cette entente, qui était à l'encontre des principes de gouvernance, pour la plupart des avocats, du moins, qui étaient sur le Conseil. J'analyse ce témoignage du frère du premier ministre avec les journalistes Joël Denis Bellavance, chef du bureau parlementaire de la presse, et Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada à Ottawa. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Votre première réaction, d'abord, Yves, qu'est-ce que vous avez pensé de ce témoignage d'Alexandre Trudeau? Est-ce qu'il s'est bien défendu? Je dirais oui. Il était très vigoureux, très convaincu, convaincant, pas nécessairement, mais convaincu, parce que lui, sa ligne de défense, si je peux me permettre l'expression, c'est de dire « je n'ai jamais vu, je n'ai jamais senti d'ingérence » des Chinois ou de qui que ce soit à la Fondation Pierre-Éliott Trudeau. En fait, sa stratégie était plutôt de jeter sous les roues de l'autobus l'ex-présidente et chef de direction de la Fondation, Pascale Fournier. Alors, c'est là-dessus qu'il a martelé et martelé sur toutes les questions qui lui ont été posées, tout partis confondus, que c'était un problème de gestion et pas un problème d'ingérence. Mais bien sûr, certaines personnes veulent dire... pour certains, on voit seulement ce qu'on veut voir et on ne voit pas ce qu'on veut pas voir. Est-ce que c'est le cas d'Alexandre Trudeau? Peut-être, mais somme toute, il s'est assez bien défendu et il a gardé à peu près la même ligne de défense qu'a utilisé Justin Trudeau depuis le début de cette affaire. On sait que c'est Alexandre Trudeau lui-même qui avait demandé de témoigner devant ce comité. Joël Denis, est-ce qu'il a aidé sa cause, selon vous? Je pense que oui. Il a jeté un éclairage intéressant sur la gouvernance même de la Fondation Trudeau. Il a expliqué que l'ancienne présidente, Pascale Fournier, avait eu du mal à comprendre ou à saisir l'implication du don chinois parce qu'il y avait eu des informations contradictoires sur l'émission des dons pour Revenu Canada et les déclarations, les rapports annuels de la Fondation. Donc, il jette, comme Yves l'a dit, beaucoup le blâme sur Pascale Fournier. Il faut dire aussi que ce qui est intéressant, c'est que M. Alexandre Trudeau est quand même considéré comme un spécialiste de la Chine. Il a écrit un livre sur la Chine. Est-ce qu'il est quand même empreint d'une certaine naïveté par rapport au régime chinois et ses intentions? Je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'il met en doute, en fait, tous les rapports qui ont été produits par le STRS sur les tentatives d'ingérence de la Chine au Canada. Donc, pour lui, ce qu'a écrit le Globe and Mail sur la foi de rapport qui le quotidien obtenu du SRS, c'est de la bouillie pour les chats. Il ne faut pas prendre ça pour du cash et aller à la banque avec. Donc ça, là-dessus, je ne sais pas si les Canadiens vont être convaincus, mais ça jette quand même un nouvel éclairage sur la crise
qui secoue la Fondation. Ouais. Le bureau du premier ministre a certainement suivi ce témoignage avec beaucoup d'intérêt, peut-être même avec pas mal d'inquiétude. Yves, quel va être l'impact de ce témoignage pour Justin Trudeau, qui, on le sait, continue de répéter qu'il n'y a plus aucun contact avec la Fondation depuis des années? Oui, il le dit et le redit, et Alexandre Trudeau l'a encore dit aujourd'hui. Mais dans les faits, pour le commun des mortels, le doute persiste. Parce que comment penser que la Fondation Pierre-Éliott Trudeau, avec Alexandre Trudeau qui a géré un don d'une compagnie chinoise et que Justin Trudeau a eu une implication jusqu'à un certain degré dans cette fondation jusqu'à son élection comme chef du parti, comment penser que tous ces liens sont absolument rompus et que jamais Justin Trudeau n'a posé de questions ou n'a discuté de ces choses-là avec qui que ce soit? Je demeure sur l'impression que seule une enquête publique indépendante va vraiment faire la lumière là-dessus, parce que ce n'est pas ce genre de témoignage-là ou ce genre d'enquête-là qui va dissiper le doute dans la population générale. Oui. D'autant plus que le dossier de l'interférence chinoise, ça continue de prendre de l'ampleur. Les révélations du Globe and Mail cette semaine sur les menaces d'un diplomate chinois envers le député Michael Chung et sa famille, ça a fait monter la tension à la Chambre des communes. Vraiment, les libéraux ont affronté un barrage de questions. Joël Denis, qu'est-ce que vous pensez de la réponse des libéraux, justement, à toutes ces questions, toute cette affaire? Un peu inquiétante. Pourquoi? Parce que, bon, il y a sûrement eu un manquement dans la machinerie gouvernementale parce que M. Chung n'a pas été informé de ce fait tout récemment, en fait, avant la publication du texte dans le Globe and Mail de lundi. Donc, il y a des questions sérieuses à poser sur le fonctionnement des services de sécurité lorsqu'ils sont saisis d'informations aussi inquiétantes que des menaces qui peuvent être visant des députés et leurs familles. Donc, là-dessus, je pense qu'il y a un travail sérieux à faire. Dans le cas de la gestion par le gouvernement Trudeau, elle est défaillante, je vous dirais, parce qu'on a simplement pris le temps d'appeler M. Chung une fois que l'information a été publiée, et ça, je pense que c'est un manquement grave. Peu importe que le SCRS ait choisi de ne pas informer le bureau du premier ministre ou l'ensemble de le bureau du ministre de la Sécurité, Marco Mendicino. Donc, il y aura des questions sérieuses à se poser. On a déjà donné des instructions très claires au SCRS d'informer immédiatement le gouvernement ou encore les personnes intéressées s'ils sont victimes de harcèlement de la part de la Chine, de le faire immédiatement et de ne pas attendre pour que ces personnes visées puissent prendre les mesures nécessaires pour se protéger. Oui. Et Yves, est-ce que ça vous semble une possibilité de votre côté que le gouvernement était au courant de ces menaces envers Michael Chung et sa famille et qu'il n'ait rien fait, finalement? C'est fort possible parce que reportons-nous à il y a 2 ans quand cet événement est survenu. Les relations avec la Chine n'étaient pas aussi mauvaises qu'elles le sont aujourd'hui. Et peut-être a-t-on voulu éviter une crise diplomatique en expulsant un représentant chinois. Ben ça, bon, ça demeure de la politique fiction. Mais que le gouvernement n'ait pas été au courant me semble absolument incroyable. Mais que Michael Chung n'ait jamais été avisé de cette situation, c'est d'autant plus inacceptable que là aussi, quelqu'un aura des réponses à donner. Oui. Les révélations sur l'interférence, ça s'accumule vraiment. On n'en voit pas la fin à la Chambre des communes. Je vais le donner jusqu'à quel point le gouvernement a un problème sérieux avec ça, de plus en plus sérieux, je dirais, selon vous. Oui, de plus en plus sérieux. Je pense que, comme l'a mentionné Yves, ça va faire en sorte que la pression sera irrésistible, que le gouvernement n'aura d'autre choix que de déclencher une enquête publique. Je vous rappelle, une date importante, le 23 mai, c'est celle où doit remettre son rapport le rapporteur spécial David Johnston et sa recommandation de tenir ou non une enquête publique. Je pense qu'avec l'accumulation des preuves et des informations, des révélations du Globe and Mail, les preuves s'accumulent qui vont forcer, je pense, le gouvernement à déclencher une enquête publique sur toute cette affaire parce que ça s'accumule. Maintenant, ça touche la vie publique de députés dûment élus qui sont visés par des tentatives d'intimidation de la part de Chine parce qu'ils votent d'une certaine façon, amènent des émotions à la Chambre des communes. C'est totalement inacceptable. Ça affaiblit la démocratie. Je pense que pour redonner de la vigueur à la démocratie, une enquête publique maintenant est incontournable. Oui. Joël Denis et Yves, merci beaucoup. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée.
Ottawa a finalement cédé à la pression et recule sur des amendements controversés au projet de loi C-21. Au départ, C-21 visait à interdire les armes de poing, mais un amendement incluait aussi une liste de plus de 300 pages de modèles dits d'assaut qui seraient interdits, dont des armes utilisées par des chasseurs et des Autochtones. Le gouvernement va plutôt se contenter d'établir une définition technique des armes d'assaut interdites. Voici le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, en conférence de presse lundi. Ces réformes visent à éliminer les armes d'assaut de nos rues tout en respectant les propriétaires d'armes à feu. Il est important de noter qu'elles incluent une définition technique standard qui contient les caractéristiques d'une arme à feu de type assaut. Cette définition, qui s'appliquera prospectivement, sera insérée dans le Code pénal. J'en discute avec Nathalie Provost, survivante du féminicide de Polytechnique et porte-parole de Police se souvient. Bonsoir, Madame Provost. Bonsoir. Vous avez eu des mots très durs pour parler des nouveaux amendements proposés par le gouvernement Trudeau au projet de loi C-21. Vous avez parlé de trahison, de recul important. Vous avez même dit que Justin Trudeau n'est plus le bienvenu aux cérémonies de commémoration du drame de Polytechnique. Pourquoi d'abord une réaction aussi forte? En janvier 1990, j'étais présente avec les étudiants de Polytechnique, avec les professeurs, avec la communauté polytechnicienne, alors qu'on a réclamé l'interdiction complète et totale des armes de style d'assaut. Et c'est ce qu'on demande depuis toujours, c'est notre demande centrale. Il y a eu en 33 ans beaucoup de débats qui ont entouré tout le contrôle des armes d'assaut, puis on s'est engagé dans l'ensemble du débat, mais il reste que la demande d'origine de Polytechnique, c'est l'abolition complète et totale des armes d'assaut. C'est parce qu'il y avait un programme de rachat seulement volontaire en 2021 qu'on a écrit à M. Trudeau pour lui dire qu'il ne serait plus le bienvenu. La promesse électorale qui est venue un peu plus tard, en juin 2021, corrigeait le tir. Donc, on était très contents d'appuyer le gouvernement libéral. On était contents lors du dépôt du projet de loi en mai 2022. Mais aujourd'hui, c'est une mesure pleine de trous pour l'abolition des armes de style d'assaut. En fait, on les recouvre pas complètement. Les modèles ne sont pas identifiés de manière complète. Et donc, même engager un programme de rachat obligatoire avec des mesures aussi lacunaires, est-ce que c'est vraiment bien dépenser l'argent des Canadiens? Je me pose la question, ça va jusque-là. Donc, une grande déception. Mais Ottawa veut quand même obliger les manufacturiers à travailler avec les autorités dans la classification des armes à feu. Est-ce que ce serait vraiment impossible de trouver une définition, je dirais, efficace des armes d'assaut interdites en collaboration avec l'industrie, vous pensez? On a fait des propositions au cabinet du ministre, même au cabinet du premier ministre, dans les dernières semaines. On a exprimé ce qui nous apparaissait être des définitions plus fortes, plus complètes, basées pas sur le concept du design, mais sur le concept de la capacité reliée au chargeur. Ce serait une avenue. L'autre avenue, c'est d'utiliser des concepts qui sont utilisés notamment aux États-Unis, parce qu'il y a certains États qui interdisent les armes de style d'assaut et celles-là utilisent les caractéristiques militaires. On a fait ces propositions-là, elles n'ont pas été retenues. Et pour nous, ce qui est retenu n'est pas adéquat et acceptable. Ouais. Pour revenir à cette idée de liste, parce qu'on sait que ça avait soulevé l'opposition de plusieurs groupes, notamment des chasseurs autochtones, est-ce qu'après tout, quand même, Ottawa ne doit pas répondre aux préoccupations de ces groupes également? Jamais Police se souvient n'a renié les droits ancestraux des Autochtones. On a même dit publiquement qu'on serait très à l'aise à ce qu'il y ait des exceptions pour eux. Jamais non plus Police se souvient ne s'est soulevé contre la chasse ou contre les armes de chasse. C'est vraiment les armes de style d'assaut. Et il y a eu énormément de désinformation qui a fait peur à la communauté des chasseurs
en décembre, mais même les armes utilisées pour faire peur étaient des armes qui sont déjà interdites par l'arrêté du gouvernement de 2020. Ouais. Donc, je pense que la rigueur est de mise et donc chercher des compromis ou des demi-mesures, dans ce cas-là, ça dessert les Canadiens qui souhaitent avoir une meilleure sécurité publique. Et on le rappelle, il y a des appuis de 70 à 80% selon les communautés et les groupes ciblés qui appuient l'interdiction complète et totale des armes d'assaut. Le projet de loi C-21, dans sa forme actuelle, permettrait quand même de retirer les permis d'armes à feu des personnes qui commettent de la violence conjugale ou encore du harcèlement criminel. Est-ce que ça, c'est un aspect positif, selon vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous réclamiez, justement? Il y a des aspects positifs au projet de loi C-21. Il y a sur la table, vous l'avez mentionné tout à l'heure, travailler en amont et donc exiger que les armes soient reconnues et classifiées avant d'entrer sur le marché. C'est un très bon élément. Mais les groupes de femmes sont inquiets des mesures qui sont proposées pour le retrait des armes. En fait, on n'a pas besoin des mesures, ce qu'ils appellent le red flag, parce que ce qu'il faut surtout, c'est une implantation des mesures qui sont déjà existantes, soit dans les règlements, soit dans les lois, mais rajouter un fardeau de déclaration aux personnes qui ont peur. Et puis là, je ne veux pas me faire la porte-parole des groupes de femmes, et elle l'expliquerait mieux que moi, mais ce qu'on explique, c'est que rajouter au fardeau des victimes ou des femmes qui sont craintives relativement aux armes à feu, selon les groupes de femmes, et nous, on les appuie, c'est pas une solution intéressante. On comprend qu'on veut faire quelque chose, mais c'est pas l'avenue qui nous apparaît la plus optimale pour répondre aux besoins des femmes qui ont peur. Le ministre de la Sécurité publique a quand même annoncé que le Comité consultatif canadien des armes à feu va être de retour. C'est un groupe qui devra travailler, conseiller en fait Ottawa sur la classification des armes. On se rappelle que vous aviez claqué la porte de ce comité en 2019. Rappelez-nous pourquoi cette décision-là. En fait, quand on est membre du comité consultatif, on n'a pas la liberté de parole sur le sujet sur lequel on est engagé. Moi, je suis une porte-parole pour Police se souvient et j'avais l'impression donc qu'à la veille des élections de 2019, je devais retrouver ma liberté de parole. J'avais été très déçue parce que dans tout l'exercice, et à cette époque-là, c'était le ministre Goodale qui était à la sécurité publique et donc responsable de tout ce qui touche les armes à feu. Il n'y a pas eu de réelle consultation de fond du comité et toute la logistique qui entoure la création du comité, la tenue des rencontres, la composition équitable et qui est juste pour représenter. C'est tellement long que c'est des instances qui, à mes yeux, en tout cas, sont absolument inefficaces. Et pour répondre à des questions aussi simples que est-ce que ce modèle-là est adéquat ou pas, moi, je ne comprends pas qu'on en réfère à un comité et juste créer le comité entre le premier appel où on m'a invité pour le comité et la première réunion. Si mon souvenir est exact, il y a 3 ou 4 mois qui s'est écoulé. Le président a été remplacé, ça a été très long avant de retrouver un président, donc il y a eu un grand laps de temps où il n'y a pas eu de rencontre. C'est pas un mécanisme qui est efficace pour régler des questions opérationnelles. Oui, en tout cas, on sent vraiment votre déception. Nathalie Provost, porte-parole de Police se souvient, merci beaucoup. Merci. Un plaisir, merci. Au Québec, la saga du troisième lien semble faire mal au gouvernement du premier ministre François Legault. Un sondage léger publié aujourd'hui démontre que les intentions de vote pour la coalition Avenir Québec ont fondu de 4 points dans l'ensemble de la province et de 14 points dans la région de la capitale nationale. À la mi-avril, moins de 6 mois après sa réélection, le gouvernement Legault a abandonné sa promesse phare d'un tunnel autoroutier entre Québec et Lévis pour se tourner plutôt vers un projet uniquement consacré au transport collectif. J'ai reçu le maire de Québec, Bruno Marchand, aujourd'hui. J'ai justement discuté de ce dossier avec lui. Bonsoir, M. Marchand. Bonsoir. D'abord, sur le troisième lien. Lorsque le gouvernement de la CAQ a reculé,
à la mi-avril, vous avez parlé d'une décision courageuse. Oui. Pourquoi, selon vous, c'était une décision courageuse? Parce que c'est celle qui allait pas de soi, parce que c'est celle qui allait contre une promesse qu'ils avaient faite, parce que une partie de leur électorat, pour pas dire une bonne partie, souhaitait ce projet-là. Ils savaient qu'ils allaient faire des déçus. Des déçus, il y en a. Et ça exige du courage, parce que c'est plus l'inverse qui aurait été la tendance à suivre, puis de dire on n'ira pas contre vents et marées, on s'en ajoutera pas sur notre chemin. Moi, je pense encore, après l'avoir dit, que c'était une décision courageuse. Mais revenir sur une promesse comme ça, à peine 6 mois après les élections, alors qu'on en avait parlé, tablé vraiment beaucoup là-dessus pendant la campagne électorale, vous ne pensez pas que c'est ce qui augmente justement le cynisme en politique? Bien, la question est légitime. Est-ce que c'est suffisamment de temps après une campagne électorale pour dire qu'ils ont le droit de changer d'idée? Moi, je pense que à partir du moment où ils ont des données, c'est ce qui nous a été présenté, ils ont eu des données dans les derniers mois qui leur disent qu'on ne devrait peut-être pas aller dans ce sens-là. Est-ce que 6 mois, est-ce que 1 an, est-ce que 2 ans, c'est suffisant, pas assez, trop? Moi, je préfère des gouvernements qui s'appuient sur la science, qui ont le courage de parfois dire peut-être que cette promesse-là, elle tient moins la route pour X raisons. Et à eux de l'expliquer. Là. Il y a la pédagogie à faire que des gouvernements qui s'obstinent. Puis là, je ne fais pas référence à la CAQ, je fais référence à des paliers municipaux, des paliers fédéraux, pour dire, j'ai dit ça, puis je vais le faire, même si la démonstration, plus j'avance dans cette compréhension fine, me témoigne que ce n'est pas une bonne chose. Là-dessus, vous savez, on m'avait dit, à Québec, il faut comprendre le 3e lien. Vous faites une conférence de presse sur la culture, on va vous parler de 3e lien. Vous faites une conférence de presse sur les sports, on va vous parler de 3e lien. Vous faites une conférence de presse parce qu'un grand chef a obtenu un prix, parce que la ville a le taux de chômage le plus bas au Canada à 1,7 %, on va vous parler de 3e lien. C'est un sujet super polarisant, un peu comme le tramway. C'est un sujet hyper polarisant. Et quand je me suis lancé en campagne, les gens m'avaient dit, il faut que tu prennes position. Il faut absolument que tu dises où t'es pour, où t'es contre. J'avais dit, mais non, je le ferai pas. Je le ferai pas, puis c'était pas une tactique politique, c'était vraiment quelque chose auquel je crois, c'était cette idée de dire, une des raisons pourquoi je fais de la politique, c'est aussi parce qu'il faut avoir des débats nuancés. On n'est pas toujours obligé de dire oui ou non au début. On a le droit de dire, je peux être sceptique, je peux douter. Vous demandiez des études. Oui, attendons démonstration, attendons les effets environnementaux, l'étalement urbain, les effets sur la circulation, les coûts. Après ça, on pourra juger. Bon. Le gouvernement Legault revient avec un autre projet. Il propose finalement un tunnel, mais uniquement consacré au transport en commun. Qu'est-ce que vous en pensez? À première vue, je pense que c'est une excellente idée. Maintenant, encore là, c'est pas parce que je trouve que c'est une excellente idée qu'il faut faire le fil de la démonstration de qu'est-ce qu'on fait environnementalement parlant avec la matière qu'on va sortir du tunnel, quelles sont les possibilités techniques de mettre un transport lourd dedans pour déplacer des gens de centre-ville à centre-ville. Mais je pense que de déplacer des gens du centre-ville de Lévis au centre-ville de Québec et inversement très rapidement, écologiquement, avec un système qui est structurant, je pense que c'est un gain. Je pense qu'on permet à des gens de se dire j'ai peut-être moins besoin de ma voiture, j'ai moins besoin de d'autres façons de me déplacer qui vont, me faire gagner du temps, économiser des GES, améliorer la qualité de vie des gens. Alors, c'est intéressant. Est-ce que les études vont nous démontrer que c'est faisable, que c'est réaliste, que c'est un coût qui est possible pour le gouvernement à voir? Bon. Mais je pense que ça mérite d'être étudié. Parce qu'au moment où on se parle, il n'y a pas beaucoup de détails. M. Legault ne donne pas les détails. On ne sait pas non plus comment ça va coûter. Mais le premier ministre semble confiant que Ottawa va financer ce projet-là en partie. Est-ce que vous pensez que le fédéral va être intéressé à investir dans un tel projet? Bien, le fédéral a toujours dit la portion autoroutière du tunnel ne nous intéresse pas. Nous sommes rendus à une époque où il faut développer le transport collectif. Alors, c'est sûr que moi, si j'étais premier ministre du Québec, en ayant entendu ça et en disant ce projet-là, s'il se fait, va être transport collectif, c'est sûr que je m'attendrais que le fédéral soit présent. Évidemment, le fédéral ne pourra jamais dire oui, on donne un chèque en blanc, il n'y a pas de problème, construisez n'importe quoi, puis on va dire oui. Mais je pense que le Québec va faire la démonstration, et si la démonstration est éloquente, le fédéral doit y participer. Là. C'est sine qua non. Là. À quelle hauteur? Bien là, normalement, dans ces projets-là, on tablerait à l'auteur de 40 ouais. Quand on regarde les projets de transport structurants, je ne fais pas référence à des projets de tunnels, mais je fais des différents transports structurants. Le fédéral est à hauteur de 40 ça finit des fois un petit peu moins que ça, 36, 37, 38. Moi, je pense que ça devrait être cette hauteur-là. Maintenant, je le redis, attendons la démonstration du projet, de sa valeur. Mais si ce projet-là a une valeur, je pense que le fédéral devrait y être. On verra oui. ce que va faire le fédéral. Parce que, justement, sur le rôle du fédéral, on dit souvent que les municipalités, ce sont des créatures des provinces, mais quand même, le fédéral peut avoir un rôle à jouer avec les provinces. Quel rôle peut jouer le gouvernement fédéral dans une ville comme Québec? Au Québec, c'est plus dur.
À cause de cette loi qui limite les interactions du fédéral avec les entités municipales, qui oblige à passer par le gouvernement du Québec, à avoir les acceptations, c'est beaucoup plus compliqué que dans d'autres provinces. C'est beaucoup plus compliqué. Alors, le fédéral a un rôle quand même, mais souvent, ça suppose l'autorisation du Québec. Alors, logement. On est en crise de logement. Plusieurs endroits au Canada, mais notamment à Québec, notamment à Montréal, notamment dans d'autres endroits. Et c'est pas juste les grandes villes. Et présentement, j'inclus tous les paliers de gouvernement, là, on est lent à réagir à la crise. On réagit lentement et cette crise-là, elle s'amplifie. Et ça, selon moi, c'est un manque de vision qu'on a. Il faut être capable de trouver des solutions à la fois des ressources, mais aussi une capacité de faire en sorte qu'on améliore à la fois la qualité et la quantité de logements disponibles. On a des problèmes d'accès à la propriété. On a des gens qui sont plus démunis, qui n'ont pas accès à des logements décents pour leur capacité financière de payer. On a des jeunes familles qui sont plus capables de se loger dans un centre-ville. Et on connaît les effets quand on doit quitter la ville, parce que si on doit y travailler, ça veut dire beaucoup de déplacements, complications des transports, complications environnementales. Logement, c'est un exemple. Itinérance. Toute la question des mesures de politique sociale, le gouvernement fédéral peut jouer un rôle pour nous aider là-dedans. Environnement. On évalue qu'au Québec, il faudrait investir 2 milliards par année pour toutes les municipalités pour être capable de s'adapter, donc réparer nos villes à s'adapter au changement climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on prévoyait avant comme une pluie diluvienne qui peut arriver peut-être aux 100 ans, va maintenant arriver de façon plus rapprochée, aux 5 ans, aux 10 ans, aux 15 ans. Nos réseaux d'égouts n'ont pas été faits, entre autres, nos réseaux techniques urbains n'ont pas été faits pour accepter ces pluies diluviennes-là. Il faut les réparer, il faut en construire de nouveaux. Pourquoi? Parce que quand on ne le fait pas, puis que ça arrive, puis on l'a vu à Gatineau, on l'a vu dans d'autres endroits du Québec, les problèmes sont énormes, les citoyens vivent les conséquences. Les premiers concernés, c'est les citoyens, leur sous-sol, leur maison, tout le bien qu'ils ont bâti. Et en plus, ça coûte plus cher parce qu'on répare en crise, parce qu'on répare en urgence. On parle de jusqu'à 15 fois plus cher. 15 fois plus cher que ça peut coûter aux différents paliers de gouvernement quand on est obligé de réparer un pont, quand on est obligé de réparer une route, quand on est obligé de réparer une berge, une infrastructure, un équipement, parce qu'on le fait en urgence versus le planifier d'avance et l'étaler dans le temps. Puis, si vous me permettez, le gouvernement fédéral doit être plus souple, doit être plus agile. C'est un défi. Je comprends, on gère l'argent, les fonds publics, on doit le faire de façon rigoureuse. Je pense que c'est ce qui est essayé de faire. Mais je pense que on peut plus, présentement, notamment avec la question des changements climatiques, on ne peut plus se dire qu'on a le luxe du temps. Bruno Marchand, maire de Québec, merci beaucoup. Merci de l'invitation, c'est un privilège. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 3 mai sur la colline du Parlement. Je vous rappelle que CEPAC vous présentera une émission spéciale à compter de demain jusqu'à samedi. Nous serons sur place à la convention du Parti libéral du Canada qui se déroule au Centre Chat à Ottawa. Alors voilà, Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.